Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes depuis la 77e Foire internationale de Metz avec de nombreux invités, mais permettez-moi, si vous le voulez bien, d'abord de saluer Virginie qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va aujourd'hui? Comme tous les jours, très bien. Petite balade dans les stands de la Je n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? L'aromathérapie. Et d'autres choses, je crois. Et puis des Québécois. Ouais. Impressionnant. Oui, on m'a dit que la rencontre n'avait pas été de glace, c'est vrai? Pas de tourpeau. On va en parler tout à l'heure. À côté de vous, on ne le présente plus, mais le docteur Khalifé est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Avec la casquette aujourd'hui de président de la commission médicale d'établissement? Tout à fait, le CHR Metz-Thionville qui est en train d'emménager dans ses nouveaux locaux à Mercy, pas loin d'ici. On pense à vous tous les jours parce qu'un déménagement d'hôpital, ça doit être quelque chose d'unique. C'est exceptionnel, c'est un moment historique. Ça fait un siècle que les médecins attendent un nouvel hôpital et on est en plein dedans en ce moment, dans ce déménagement. C'est gentil de penser à moi. C'est pas moi qui déménage. Il y a des gens pour ça, mais effectivement, il faut coordonner tout ça, tous les services. On est assisté par des sociétés spécialisées pour faire ce phasage, service par service, qui déménageait avec qui. Parce qu'on ne peut pas déménager plus de 350 mètres cubes par jour. Je parle du matériel. C'est énorme. Même si beaucoup de matériel a été acheté et tout neuf, notamment le matériel biomédical. Mais il y a quand même des choses à récupérer sur le bon secours. Khalifé, il y a déjà eu des opérations, des interventions depuis l'hôpital? Il y a déjà eu... Ah bah oui. Tous les services n'ont pas encore déménagé. Il y a eu des urgences au bloc opératoire. En cardio, n'en parlons pas. On a démarré sur les chapeaux de roue, surtout la nuit. Ah oui. Et là, j'ai eu droit aussi à moi cette nuit, à 1h du matin, à un infarctus qui est un sujet assez jeune. Alors vous le savez, en face de vous, Jean-Marie Pelt, bonjour. Bonjour. Vous avez quelqu'un qui a tout fait pour les défibrillateurs. Il a été au niveau du combat quotidien. Aujourd'hui, c'est acquis. C'est acquis, c'est rentré dans les mœurs. Je ne veux pas dire les particuliers, ça c'est la dernière étape. Ça viendra. Ça viendra et il le faut parce qu'on lutte contre la mort subite, mais on sait que 70% des morts subites surviennent à domicile. Donc forcément, il faut impliquer les particuliers et il faut absolument, en plus des lieux publics, les entreprises, les gares, etc., il faut les gymnases, les stades de foot et tout ça, il faut absolument envisager ces infrastructures dans les immeubles, dans les quartiers. Un peu comme on a des extincteurs, on pourrait avoir des défibrillateurs aujourd'hui. Tout à fait. Monsieur Jean-Marie Pelt, comment allez-vous? Mais plutôt pas mal. Je suis content de vous voir. Oui, c'est partagé et je vois des amis, notre ami Khalifé, dont la réputation le précède, parce que c'est remarquable ce qu'il fait. Et puis Monsieur Kezel, j'ai des pointures finalement autour qui est au chevet d'une Lorraine en difficulté, s'il y a bien un pour laquelle il se bat avec vigueur. Ouais. C'est un peu difficile en ce moment. Oui, je sais. Oui, parce que Roger, il a le journal des bonnes nouvelles dans cette émission. Et je dois avouer que c'est pas tous les jours facile. On a une pensée, tous ensemble aujourd'hui, pour les gens d'ArcelorMittal. Forcément, nous aussi, on est un peu meurtris, touchés. Oui, parce que c'est aussi notre savoir-faire. Notre savoir-faire, oui. Alors avec vous, Khalifé, on va démarrer parce que vous avez eu la gentillesse. On a essayé d'être le plus discret possible avec nos caméras. Vous avez eu la gentillesse de nous autoriser quelques images pour montrer à nos amis ce qu'était ce nouvel hôpital de Mercy. On va voir les images, vous pouvez nous les commenter? Oui. Alors c'est parti. Voilà, là on a la façade, l'entrée principale. Donc le dépose-minute si on veut. Alors ce qui est important, c'est que cet hôpital a été conçu autour du patient et pour le patient et ce qu'on appelle le parcours du patient. Ce qui fait que les entrées sont séparées. Les urgences d'un côté, les ambulances qui ramènent des malades pas urgents de l'autre, les piétons, les malades qui viennent pour des traitements réguliers
comme la chimiothérapie, la dialyse et tout ça, de l'autre côté. Là, on est dans le hall principal, le parvis principal. L'hôpital est divisé en 3 zones, et avec des hôtesses d'accueil qui vont diriger les visiteurs, les usagers, dans la zone où ils seront accueillis. Cet hôpital a été conçu en 2003, il ne faut pas l'oublier, et on avait déjà à l'époque anticipé la nouvelle loi qui est sortie en 2009, donc on n'est pas mécontent de ce coup-là, puisqu'on a pu rassembler des services qui ont la même problématique de gestion du patient. Les malades d'hémato, de pneumo, de cancéro, la plupart c'est de la cancéro. Donc tout ça c'est dans un bâtiment. Les malades de cardio, de pneumo, de diabéto, c'est une autre problématique, donc ils sont dans un autre bâtiment. Les malades de réa, de soins intensifs, un autre. Et tout ça sur un axe qui s'appelle l'axe rouge, qui est horizontal mais vertical. Vertical pourquoi? Entre les urgences au rez-de-chaussée, les blocs opératoires et les réanimations de l'autre, et le toit qui est siège d'un hélicoptère qui amène les grosses urgences comme les infarctus graves, comme les grands brûlés, puisque nous avons le centre pour l'Est, le centre unique pour l'Est des grands brûlés. Là, vous avez des salles de réanimation, des lits de réanimation. Ça, c'est l'unité de réanimation de chirurgie cardiaque. Là, vous avez l'unité des grands brûlés, avec des salles immenses qui servent aussi bien pour les traitements des patients, donc la réanimation des patients, mais également pour la chirurgie des grands brûlés qui se fait sur site. Là, c'est une salle de réveil pour les urgences cardiologiques. Voilà, avec la dernière salle de coronarographie qui vient d'être installée pour les urgences cardiologiques. Donc, c'est une salle qui est toute neuve, qui vient d'être installée depuis quelques jours. Voilà, on repart vers la chambre du malade. Là, je vous ai dit que cet hôpital a été fait pour les patients. Il y a plus de 85% des chambres seules. Donc, voici un exemple. Elles sont toutes dirigées vers l'extérieur, donc vers une vue, vers le vu. Elles sont toutes high-tech avec cette informatique donc, qui est à la disposition du patient aussi. Le plateau technique avec ces nombreuses salles d'échographie, de tests d'effort. En tout cas, tout a été fait autour du patient et pour satisfaire ce parcours du patient qui est de plus en plus exigeant. Et là, c'est un truc exceptionnel, ça s'appelle les tortues. Les tortues qui viennent, c'est un système automatique qui vient charger les chariots de linge, de nourriture, de ce qu'on veut, et il les amène automatiquement dans l'ascenseur ou sur la base logistique. Ça, c'est notre dernier cri, ça c'est impressionnant. On vient d'avoir une première visite guidée complète. Jean-Marie Pelt, vous en pensez quoi? Très impressionné. Je pense que ça manquait à Metz et que c'est important parce qu'on sera de plus en plus demandeurs, parce qu'on vit de plus en plus vieux et parce qu'il y a des maladies de société comme le cancer et que c'était important pour Metz. Je suis très acquis à ce projet. Roger? Oui, ce qui est impressionnant, c'est le savoir-faire. On a un degré de technicité qui est quand même très impressionnant autour du patient. Ça redonne un peu le moral de montrer qu'on est aussi capable de faire des choses comme ça, quoi. Voilà, il fallait, comme l'a dit Jean-Marie, il fallait une structure comme ça à Metz. Pourquoi à l'extérieur de la ville? Tout simplement, on a besoin d'un énorme plateau technique, beaucoup de surface. L'hôpital Bon Secours était sur une surface de moins de 2 hectares, 1 hectare 75 exactement. Là, on est à pratiquement 20 hectares, parking inclus. Combien pouvez-vous accueillir de malades qualifiés? Il y a 850 lits, mais il y a aussi énormément de ce qu'on appelle des places pour tout ce qui est ambulatoire. On ne parle plus de nombre de lits maintenant, on parle de nombre de patients, etc. On a la chimiothérapie ambulatoire, on est leader en Lorraine dans les hôpitaux publics pour la chirurgie ambulatoire. Donc tout ça, c'est des gens qui passent tous les jours et qui ne restent pas forcément la nuit à l'hôpital. En tout cas, c'était une belle visite guidée. Si vous avez des questions à poser à Khalife, c'est le moment, parce que je ne peux pas le retenir trop longtemps. Vous comprenez que c'est un homme précieux, comme ceux que j'ai autour de la table, et que
chaque minute qu'il passe avec moi, c'est des minutes qu'il ne passe pas avec ses patients. Donc, Des petits conseils pour garder notre petit corps en bonne santé, notre petit cœur. Je ne vais pas dire qu'il faut rester assis à côté de vous, même si c'est agréable. Il faut Je suis pas si éviter. dangereuse. Il faut éviter les Comment quatre le bourreaux sait-il, du Virginie cœur. Il a de l'expérience. Il faut éviter les 4 bourreaux du cœur, l'hypertension, le tabac, le cholestérol, le diabète. Et puis il faut bouger. Il faut beaucoup bouger. C'est vraiment important de bouger. C'est important, mais il ne faut pas penser qu'à ça. Parce qu'après, ça devient une drogue. Je vous pose la question de manière précise parce que j'ai un ami hier qui m'a dit j'ai marché pendant 3h30 hier. Il a 64 ans. Et il m'a dit, j'étais plus bien après, je me suis senti pas bien. Mais j'ai dit, c'est bien trop. 3h30, c'est trop. ça fait beaucoup, hein. Au-delà de 45 minutes par jour, c'est bien, mais pas beaucoup plus. C'est ce que je lui ai dit. Il vaut mieux faire un peu tous les jours qu'une fois par mois Exact. et venir se plaindre chez vous, mon cher Jean-Marie. Exact. Voilà, nous, et c'est exactement ce que je lui ai dit. On doit être d'ailleurs dans cette dimension-là, Oui, je pense. nous, professeur. Voilà. On est, Roger, on passe pas vous vouliez poser une question? Le déménagement sera fini Alors, à quel moment? Voilà, donc comme j'ai dit, c'est phasé. On a maintenant transféré la plupart des services qui tournent autour de l'urgence. Et donc, le dernier service, ça sera vers le 15-20 octobre, les services de soins de suite, de rééducation, etc. Donc, les services qui sont importants, mais qui ne sont pas primordiaux pour la chaîne d'urgence, qui est notre point fort sur l'agglomération. Merci beaucoup, Khalifé. Voilà, Khalifé. merci de m'avoir invité, cher Jean-Luc. Vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez, ça, dans cette émission et sur cette chaîne. Virginie, histoire de raccompagner, si j'ose dire, Khalifé, on va voir un sujet sur l'aromathérapie. Pas facile Je à savais que dire. j'allais... Aromathérapie, un aromathérapeute. Vous connaissez, j'imagine, Jean-Marie Pelt. Oui, très bien, très bien. C'est une piste que l'on découvre de plus en plus efficace, qui était considérée comme tout à fait marginale il y a encore une trentaine d'années, mais qui a eu des pionniers qui ont travaillé là-dessus, que j'ai connus, le docteur Labase et quelques autres. Et c'est une nouvelle thérapeutique importante. C'est basé à base d'huiles essentielles. C'est ça. Ça soigne, on peut se soigner donc avec ces huiles. On regarde. Jean-Luc, je me balade toujours dans les stands et ici il y a une odeur merveilleuse, ça sent bon les huiles essentielles. Jean, vous pratiquez l'aromathérapie, en quoi ça consiste? C'est le principe de soigner par les huiles essentielles, tout simplement. Donc les huiles essentielles, c'est un principe qui est vieux comme le monde, c'est-à-dire plus de 8000 ans qu'on connaît les traces, donc on trouve des traces archéologiquement parlant d'huiles essentielles, donc l'usage par les hommes des huiles essentielles. Ça consiste à, pour la plupart, distiller des plantes pour en obtenir l'huile essentielle. Une fois qu'on a obtenu l'huile essentielle, il faut la purifier parce qu'on ne peut pas l'utiliser brute. Et chacune des plantes a certaines caractéristiques de soin. Alors ça dépend d'une personne à l'autre évidemment, mais dans la gamme que moi je représente ici, 15 huiles essentielles, on a de quoi couvrir la plupart de nos problèmes de tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, là il y a du citron. Alors le citron fait partie des 4 plus importants. Alors, le citron va travailler sur le système sanguin, va nettoyer le système sanguin, va nettoyer les filtres du corps, c'est-à-dire le foie, la rate, les reins, pancréas et vésicule. Et en plus, ce qui n'est pas négligeable, va éliminer les mauvaises graisses qui arrivent dans le corps. Donc, au moment où on digère, les mauvaises graisses qu'on va assimiler, il va laisser passer les bonnes et il va éliminer les mauvaises. Mais du coup, on ingère ça? Non. Non, pas du tout. On le respire. Nous utilisons un système, il y a 3 moyens d'assimiler des huiles essentielles, par voie respiratoire, donc par inhalation, c'est ce que nous pratiquons. Par ingestion en les mangeant, mais là il faut fortement les diluer et les adapter, parce qu'autrement le système ne le tolère pas. C'est dangereux? Ça pourrait être dangereux, à mauvais escient en effet. Et par transcutané, donc par huile de massage ou des choses comme ça, donc au travers de la peau. Et là, il faut de nouveau fortement les diluer pour pouvoir les faire tolérer par la barrière qui est la peau, qui est notre protection, qui est notre forteresse. Donc, par voie respiratoire, on a l'avantage en inhalation de ne pas avoir de barrière et on peut les utiliser pures et naturelles. Et là, c'est très important parce que c'est beaucoup plus efficace. Alors là, on a de la lavande. La lavande, ça sert à quoi? C'est pour les stresser, je crois. Oui, tout à fait. Alors la lavande va d'abord permettre de mieux dormir. Ce qui est très important, c'est d'avoir, dans un laps de temps de sommeil habituel, un sommeil beaucoup plus récupérateur. Elle va permettre aussi d'éliminer le stress, c'est-à-dire qu'elle va travailler à la fois sur le cerveau, sur le mental en fait, et sur le physique, au niveau du système nerveux, au niveau respiratoire, au niveau du cerveau. Donc vraiment global. Les anciens l'appelaient l'huile aux 1000 propriétés, pardon. Et cette huile aux 1000 propriétés va travailler aussi bien sur des problèmes de stress, de sommeil, que des maux de tête, des migraines, aussi bien sur des problèmes d'asthme, quand on le couple avec par exemple de l'eucalyptus,
Hein, ou des problèmes respiratoires divers, par exemple rhume des foins, problème de pollen, on met une lavande, un eucalyptus, ça vous résout le problème. On peut faire des mélanges. Alors par exemple le rouge. Alors le rouge c'est de l'ilang. L'ilang est utilisé principalement, c'est une huile féminine. Hein. L'ilang c'est une huile qui est très fine, qui permet justement pour les dames qui sont en âge de ménopause de passer le cap tout en douceur sans les inconvénients qui sont hélas très pénibles pour elles. Mais par contre, pour les autres dames et les messieurs qui ne risquent pas de l'avoir, eh ben, c'est une huile qu'on peut utiliser comme booster de morale. C'est-à-dire que l'ilang a la propriété de pouvoir remonter le moral, donc éviter les problèmes de dépression et des choses comme ça. Moi, j'ai entendu dire que c'était aphrodisiaque. C'est aussi aphrodisiaque, mais remarquez que je me tiens toujours à ma place alors que j'en utilise tous les jours. Donc, de ce côté-là, ça serait raisonnable. En effet. C'est pas trop dangereux. Non, absolument pas. Et puis surtout, les dosages qu'on assimile avec le diffuseur, parce que c'est le diffuseur qui est très important. C'est uniquement grâce à ce diffuseur qu'il y a 3 principaux propriétés. C'est le premier de protéger l'huile de l'air parce que malheureusement une huile essentielle s'oxyde à l'air. Et donc si elle est oxydée au bout de 3-4 mois, il faut à peu près ce temps-là pour s'oxyder, eh ben, elle ne soigne plus. Elle sent toujours merveilleusement bon, mais malheureusement le parfum n'a jamais soigné personne. Elle perd ses propriétés. Exactement. Et alors on peut le mettre sur la peau aussi? Oui. Alors sur la peau, on utilise notamment le Vital Plus. Le Vital Plus c'est un mélange de 4 huiles essentielles sur lequel on a rajouté un alcool isopropylique pour permettre de passer la barrière de la peau et donc éviter de brûler cette peau. Et ça soigne quoi? Alors, on l'utilise principalement, le Vital Plus, lui, est temporaire comme effet. C'est-à-dire qu'on va avoir l'efficacité immédiatement, mais une courte durée, c'est-à-dire quelques heures de tranquillité pour tout ce qui est douleur, articulaire, musculaire et tendon. Ça peut être aussi bien un torticolis que de l'arthrose. Alors, vive les plantes. Évidemment. Mais la nature nous a toujours gâtés depuis le début. Hein. Ça, de ce côté-là, c'est le gros avantage des plantes, c'est qu'elle nous a toujours soignés, depuis l'aube des temps. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh oui, une fleur parmi les plantes, c'est comme ça. Oh. C'est beau, non? Oh. Vous avez un joli voisin, Virginie. Oui, avec un beau chapeau. Oui. On va parler aussi encore de la nature, mais pas du bio. Expliquez-nous. Alors c'est du bio, effectivement, mais à la différence du bio, en fait ce sont des agriculteurs... Non, dites pas trop parce que vous intervenez en deuxième partie. Hein. Dites-nous juste, c'est pas du bio parce que... Parce que, en fait, c'est bio, mais en plus du bio, on n'exploite pas les animaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas de sous-produits animaux. Donc pas de beurre, pas de lait, pas d'œufs. C'est tout à base végétale. Très bien. On va revenir vers vous tout à l'heure, mais tout de suite, nous allons nous adresser à Jean-Marie Pell, qui a eu la gentillesse de venir nous voir avec « Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme » en sous-titre, pour en finir avec les pesticides. C'est vrai que vous battez depuis des dizaines d'années. Vous devez être content aujourd'hui de voir qu'au niveau des OGM, il se passe enfin quelque chose. Oui, alors nous savons depuis très longtemps que les grands OGM, ceux qui sont les plus cultivés au monde, le soja et le maïs, contiennent des pesticides. Bon, à partir de là, la question se posait, est-ce que si un Mexicain consomme de la tortilla, c'est la pâte de maïs pendant toute sa vie, est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Nous avons eu toutes les peines du monde à faire qu'il y ait des études menées à ce sujet. Nous devons constater que nous n'avons pas réussi. Et nous avons donc décidé avec Gilles-Éric Serralini et avec Corinne Lepage de faire ces études nous-mêmes. Et on a nourri par conséquent pendant 2 ans, dans un secret absolu, avec la participation de notre Institut européen d'écologie, des rats, d'une part avec du maïs normal, d'autre part avec un maïs OGM. Et on s'est aperçu qu'au bout de 4-5 mois, les rats nourris avec ce maïs OGM contenant donc des pesticides faisaient des tumeurs et avaient toutes sortes d'anomalies dans leurs paramètres biologiques, notamment concernant le rein, le foie, et donc, disons, tombaient malades et mouraient plus rapidement que les autres. Alors cette étude a été confirmée par d'éminents spécialistes puisqu'elle est parue dans la plus importante revue au monde de toxicologie de l'environnement. Il y aura donc maintenant un après l'étude de Gilles-Éric Serralini, à qui je voudrais quand même tirer un grand coup de chapeau parce que c'est un grand savant, c'est un homme courageux, il a dû affronter des oppositions, des grands lobbies, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont assez de courage, mais nous l'avons supporté dans le sens des supporters d'un club de foot pendant toute cette longue opération. Alors vous parliez des rats tout à l'heure, on a les images. Vous avez les images des rats. C'est juste affreux, quoi. C'est des pauvres bêtes, regardez. C'est effarant, hein. C'est horrible. Voilà, elle a 3 masses en fait. Ah. Pauvre animal, c'est horrible. Ah oui, oui.
Donc visiblement, c'est positionné sur la chaîne ganglionnaire mammaire. Hein. Ouais, visiblement c'est mammaire. Hein. Ça fait une. Alors peut-être ici au niveau de l'épaule. La pauvre, elle en a 3, mais énormes, c'est des œufs de pigeon. Hein. Ils font quoi, 5 cm, 6 cm, ça Là, oui. Oui, pour la plus grosse. Quand on voit les cerveaux de vaches folles, c'est comme ça. C'est des trous, il y a des lacunes dans les cellules. Et là, c'est dans l'ensemble, en fait, c'est du foie fou. Dépassant 25% du poids du corps. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on n'imagine pas chez un humain une tumeur mammaire de 25% du poids du corps. Ouais. Ben, tout est dit, vous avez vu les images. Alors, dans mon livre, j'ai montré tous les phénomènes inquiétants liés à l'utilisation des pesticides en matière de santé. Et ces phénomènes se retrouvent, par conséquent, dans les OGM qui en contiennent. Donc il y a un lien extrêmement étroit entre les pesticides et ces OGM. Et alors je vais être tout à fait clair, je pense qu'il faudra abandonner les OGM à pesticides, ce qui n'exclut pas toutes les recherches sur le transgénisme, c'est une autre question. Ça donne des médicaments, il y a des domaines où c'est positif, mais cette technologie ne doit pas aller dans ce sens-là. Et c'est un des objectifs de ce livre qui montre qu'il y a d'autres possibilités. Pardon ? On en mange tous les jours. Non. On peut avoir des tumeurs comme ça, comme Non, les non, rats on n'en mange pas tous les jours. Non, parce que Dieu merci, on s'est assez battu pour qu'il n'y en ait pas en Europe. C'est la seule région du monde où les OGM n'ont pratiquement pas été cultivés, puisqu'il y a un seul OGM qui est cultivé en Europe, c'est un maïs. Il est cultivé surtout en Espagne, mais sur de très petites surfaces. Dans les autres régions du monde, les OGM sont très là. Mais nous avons fait du contre-lobbying avec une relative efficacité quand même. Alors là, il y a une deuxième victoire, c'est le fameux pesticide contre les abeilles. Vous étiez venu m'en parler dans votre livre, vous faites un grand chapitre sur l'abeille en disant attention, vous continuez comme ça, il n'y a plus d'abeilles. Il y a toute l'histoire des abeilles, les abeilles se portent très mal. Elles ont produit 32 000 tonnes de miel il y a 15 ans, 16 000 tonnes cette année, donc 2 fois moins. Elles ont été attaquées par des pesticides. Ces pesticides ont été retirés des marchés. Les uns après les autres, on a retiré ces pesticides des marchés. Et on peut espérer que, comme en Italie, où le plus embêtant de ces pesticides a été retiré il y a 4 ans, les abeilles finissent par se porter mieux. Parce que s'il n'y avait plus d'abeilles, nous n'aurions plus de fruits et de légumes, puisque ce sont les pollinisateurs. Et si nous n'avons plus de fruits et légumes, nous ne serions plus protégés contre les maladies de dégénérescence, en particulier le cancer. Et il y aurait encore plus de cancer. Alors pour qu'il y ait encore moins de cancer, il ne faut plus effectivement de ces pesticides-là. Et dans mon livre, j'explique comment on va aller vers ce qu'on appelle des produits naturels peu préoccupants, peu toxiques, et qu'au lieu d'arroser avec des presque poisons, on arrosera les champs avec des extraits végétaux, des extraits d'algues. Tout à fait. Absolument, et ça ne sera pas dangereux. Qu'on a failli interdire à une époque quand même. Hein. Pardon ? Qu'on a failli interdire ce purin d'ortie à une époque quand même. Oui, alors ça c'est invraisemblable. Oui. Alors, cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme. Jean-Marie Pelt est avec nous. On apprend également que les plantes aiment la musique. On apprend également qu'il faut parler. Il faut parler aux arbres. D'ailleurs, Didier Van Covelaar en a fait tout un roman. Exact. Et il vous le dédicace. Hein, oui. Il laisse, en disant que grâce à vous, sa vision sur la nature et sur les arbres en particulier a changé. Didier écoute toujours ce que je raconte et prend des notes. Et puis après, ça ressort dans ses romans. Il est pris Goncourt. Oui. Vous restez avec nous, Jean-Marie Pelt. Vous restez Bien avec sûr. nous. Tout le monde reste avec nous. Oui. On fait une petite page de pub et on revient tout de suite.
Passionnés de musique ou simples curieux, venez nombreux à Musique Bazar. Le 3e salon de l'instrument de musique d'occasion et de collection se tiendra ce dimanche 7 octobre de 10h à 20h au centre sportif Oberkorn. Il y a parfois des bijoux qu'on ne veut plus vraiment voir. Ou des voyages qu'on aimerait se payer facilement. Il y a aussi ces colliers qui semblent venus d'une autre époque. Chez Geldfirgold, nous rachetons votre vieil or. Nous vous proposons une expertise gratuite, une transaction simple, un paiement comptant et la garantie du meilleur prix d'achat. Geldfirgold, transformez votre vieil or en cash. Choisir Fermoba pour vos fenêtres, volets et fermetures, c'est opter pour des produits de qualité et de fabrication française. Rénovation ou construction, quelle que soit la nature de votre projet, nos conseillers Fermoba se déplacent gratuitement à votre domicile pour vous proposer la solution idéale et personnalisée. Exprimez vos souhaits, puis laissez-vous guider, les techniciens Fermoba vous guident dans vos choix tout au long de votre projet. Avec des offres promotionnelles tout au long de l'année, 55 ans d'expérience et 15 agences en France, dont 6 en région, Fermoba, fabricant et installateur, est le spécialiste de vos projets sur mesure. Fermoba est partenaire Bleu Ciel EDF. Votre magasin Bricoman à Osny vous propose des prix bas toute l'année, même sur les grandes marques. Construire, rénover, aménager, 11 000 produits en stock pour petits ou gros chantiers et la possibilité de préparer vos chantiers sur notre site internet. Arrivage régulier en quantité limitée à prix record. Bricoman, c'est aussi un large choix de matériel pour les professionnels et les particuliers. Une ouverture dès 7h du matin avec le café offert et les conseils d'une équipe dynamique à votre écoute. Professionnels, particuliers, une seule adresse. Bricoman, zone Acti Sud à Osny. Vous êtes toujours sur R, nous sommes toujours depuis la Foire internationale de Metz, dont c'est la 77e édition, avec nos invités, avec Jean-Marie Pelt qui est avec nous, avec Roger Kezel qui est avec nous, avec un ami bio et plus que bio ou moins que bio, je ne sais pas comment je dois dire, dans votre micro. Disons qu'on appelle notre démarche l'agriculture pacifique. Pourquoi ? Parce qu'on estime que les animaux sont sur Terre, non pas pour les exploiter comme on le fait depuis des siècles, mais pour les faire participer. Donc, en fait, toute notre production est faite sans sous-produits animaux. Merci André. André, votre nom de famille c'est ? Montaudier. Montaudier. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on revienne avec vous, Jean-Marie Pelt, sur cette... moi, je trouve que c'est une très belle chose que j'ai vue là sur les sujets AFP. C'est un concours de jeunes qui a lieu régulièrement. Et là, c'était à Madrid. 19 équipes universitaires qui se sont réunies, c'est le monde entier qui participe à cela, pour essayer de faire la maison la plus écolo et la plus fiable en économisant un maximum l'énergie. Et ce sont les Français qui ont gagné. Vous vous rendez compte ? Oui. Oui, alors je suis un peu chauvin, moi. Ah bah oui. Je suis très content quand les Français gagnent et je suis très content quand le FC Metz gagne. Oui. Et j'ai envie qu'il remonte. Voilà. Oui. Alors effectivement, on fait actuellement des maisons qui consomment très peu d'énergie, voire pas d'énergie, voire des maisons qui produisent de l'énergie. Et à ce moment-là, il est évident que petit 1, on fait des économies considérables dans le budget énergétique, que petit 2, on ne dégage pas de gaz à effet de serre, le fameux gaz carbonique, on ne détruit pas le climat. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et je vous signale qu'en Autriche, dans le Fort Arlberg, là sur le bord du lac de Constance, il y a actuellement des lotissements qui sont faits entièrement en maison passive. Et le lotissement produit plus d'énergie qu'il en consomme. Et c'est comme ça qu'on fera dans les années qui viennent. Oui, on va commencer d'ailleurs
Il me semble qu'à Belleval, du côté français, le programme d'éco-cité va commencer à aller dans cette direction-là. Il y a certains quartiers qui commencent à faire ça. On a pris d'ailleurs peut-être un peu de retard, non, Jean-Marie Pelt? On a pris un certain retard, mais c'est un domaine dans lequel on avance quand même pas mal. Il y a des domaines en écologie où ça n'avance pas très vite. Pour dire la vérité, on a parlé des pesticides, ça n'avance pas assez vite. Et dans le domaine, en effet, de la construction, ça avance vite et les idées du Grenelle sont en train d'être mises en pratique. Alors nous avons un reportage. Le reportage, vous l'entendrez, a été tourné fin septembre, donc ils ne savaient pas encore s'ils avaient gagné ou pas, parce que c'était ce week-end à la Libération. Et bien là, je peux vous dire que la team dont vous allez voir les jeunes, la Rhône-Alpes, a gagné la compétition de Solar Décathlon. Reportage, regardez, 19 jeunes, 19 équipes du monde entier pour s'affronter, pour essayer de trouver la maison qui pivote à 180 degrés en fonction de l'axe du soleil. Bref, il y a plein d'idées. Regardez. Voici peut-être l'habitation de demain. Un immeuble solaire avec une pièce de vie commune à tous les habitants au dernier étage, sous un toit photovoltaïque. Un projet écolo-responsable imaginé par des étudiants français de la région Rhône-Alpes. Ils sont en compétition à Madrid avec 18 autres équipes venues du monde entier présenter des logements dont le soleil est la seule source d'énergie. C'est l'habitat du futur dans le sens où on fait attention à la provenance des matériaux, à l'utilisation de ces matériaux-là, à la production de l'énergie la plus écologique, on va dire, possible. Donc là, ici, avec le soleil. Pour le rez-de-chaussée, ils ont imaginé une pièce modulable. Donc en fonction, si on a plus ou moins beaucoup d'invités, voilà, on décale plutôt de ce côté. Et là, on peut ouvrir une table et manger tous ensemble. Les étudiants rivalisent d'imagination. Des Japonais ont conçu une maison autosuffisante dotée d'une rizière et de plantes aromatiques. Une maison portugaise pivote en fonction de l'orientation du soleil. Ils ont tous reçu 50 000 € de l'État espagnol et sont sponsorisés par des entreprises privées. Cette maison, présentée par des étudiants chinois, est entièrement construite en bambou. Nous avons fait une cour intérieure avec un système de ventilation passive. Un jour normal, si on n'allume pas l'air conditionné, le vent souffle et passe à l'intérieur et évacue tout l'air vers le haut, comme dans une cheminée. Nous mettons toutes les machines de la maison dans cette cour. Confort, efficacité énergétique, les participants passent 10 épreuves pour séduire le jury. Le gagnant du Solar Décathlon sera désigné le 30 septembre. Chaque équipe pourra alors tenter de vendre son concept. Une prochaine édition est prévue en Chine en 2013, puis en France en 2014. Donc ce sera en France en 2014, Jean-Marie Pelt. C'est une bonne chose, ça? Oui, très. Je crois que c'est un domaine où on peut progresser vite. Et j'ai le sentiment que dans le domaine de l'énergie, tout va profondément changer. Profondément changer. Avec vous, Roger, vous aimez toujours les entreprises en Lorraine ou au Grand-Duché de Luxembourg qui gagnent, qui font avancer les choses. Et là, notamment, nous avons une belle entreprise proposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. C'est une société qui s'appelle SD Innovation. En réalité, elle gère le développement, la production et la commercialisation en France et à l'étranger d'équipements innovants et principalement dans le secteur de la santé. Je vous propose de découvrir cette entreprise qui est basée en Meurthe-et-Moselle. Look tout inox, cet appareil n'est pas le dernier robot ménager à la mode, mais un appareil qui mesure la fragilité membranaire des cellules du sang. Une machine de haute technologie fabriquée par le département médical de la société SD Innovation à Frouard, en Meurthe-et-Moselle. Une entreprise rachetée par ses salariés en 2010 à un groupe industriel nancéen. Aujourd'hui, les 5 associés développent et fabriquent un matériel technologique innovant destiné au milieu médical. Nous travaillons sur 2 secteurs d'activité principaux. Ces matériels ne sont pas destinés au patient lui-même, mais à des services techniques spécifiques de l'hôpital. Soit le service technique pour ces testeurs de respirateurs, par exemple, qui vont permettre de valider le bon fonctionnement des respirateurs hospitaliers, soit en anesthésie, soit en chirurgie directement. Et également pour les laboratoires d'hématologie, donc l'analyse du sang, pour vérifier les fonctionnalités du sang d'un patient ou pour vérifier le sang qui va être délivré à un patient lors d'un acte chirurgical. Très peu de sociétés font ça en France, nous sommes à peu près 3 ou 4. Un matériel de technologie innovante, entièrement pensé et réalisé en Lorraine. Chez SD Innovation, pour la conception des produits, nous avons notre propre bureau d'études. Bien souvent, nous allons partir d'un cahier des charges ou d'un cahier de spécifications techniques et réaliser toute la conception, assistée par ordinateur par exemple pour de l'électronique, mais également pour la partie mécanique. En parallèle, on développe
une partie logicielle inhérente aux produits et nous fabriquons et montons l'appareil en interne. Pour les pièces que l'on ne peut pas réaliser, nous utilisons le réseau de sous-traitants local dans un rayon environ de 80 km autour de nous. SD Innovation est déjà leader sur le marché français et au Maghreb, avec la fabrication et la vente du Trombo Agrégamètre, un appareil qui permet de vérifier le temps de saignement. Aujourd'hui, l'entreprise travaille sur un nouveau matériel appelé l'Osmocells. L'Osmocells, c'est un semi-automate de laboratoire utilisé dans les hôpitaux, permettant la vérification de la membrane d'un globule rouge dans le cadre des transfusions sanguines et de l'obstétrie par exemple. Aujourd'hui, ce test est réalisé en 45 minutes par des techniciennes de laboratoire et de manière statistique. L'Osmocells permet dès aujourd'hui de réaliser ce test en 9 minutes seulement et permet la systématisation de ce test sur l'ensemble des poches de transfusion sanguine. C'est dans le cadre du développement et de la commercialisation à l'international de cette nouvelle machine que la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle a proposé de les accompagner. Les services de la Chambre de commerce et d'industrie nous apportent un support très important et nous avons pu notamment pouvoir avoir par leur biais un parrainage par le cabinet Ernst & Young. Nous avons pu définir des zones au préalable, des zones notamment la zone asiatique qui pour nous représente une potentialité de marché importante, très importante. Nous nous sommes rendus sur place, nous avons regardé, validé, discuté et aujourd'hui nous sommes en capacité de mettre en place des outils nous permettant de nous développer sur ce secteur. SD Innovation pourrait faire ses premières ventes en Asie début 2013, avec un marché potentiel de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le chiffre d'affaires de cette jeune entreprise est de 250 000 euros. Pas mal, Roger, hein? C'est pas mal, oui. Il y a pas mal d'entreprises qui fonctionnent bien en Lorraine, heureusement. Ça prouve qu'il y a plein de choses, plein de matières grises dans notre région. Et ça prouve aussi que la télévision peut montrer des choses qui marchent. Ah bah c'est ce qu'on essaie de faire depuis tous les soirs aux 20 20h, c'est la longue litanie de ce qui ne marche pas. Et c'est très important qu'on donne de l'espoir aux gens. Eh bien, c'est sur R et c'est dans Bienvenue chez vous tous les jours dès 18h. Merci Jean-Marie Pelt. Roger, c'est à vous maintenant et vous voulez absolument revenir, et on le comprend bien, sur ArcelorMittal. Oui, on fait toutes les semaines le journal des bonnes nouvelles pour montrer que la Lorraine bouge. Et c'est vrai qu'elle bouge, mais là, bon, honnêtement, après un lundi noir comme celui d'hier, c'est un peu délicat de venir sur des bonnes nouvelles tout de suite. On y reviendra la semaine prochaine. Donc c'est vrai que c'est un coup très dur qui est porté à l'économie lorraine, et c'est historiquement, culturellement quelque chose de très important, puisque pour la première fois depuis 2 siècles, on ne va plus faire d'acier en Lorraine. Alors on a des réactions des différents syndicalistes. On a Walter Broccoli, on a Yves Fabry, on a Jean-Marc Vécrin. Bref, regardez, c'était hier au moment où ils ont appris cette douloureuse nouvelle. Cette date, elle va être dans les livres d'histoire, elle va être dans les mémoires. Ça, on peut dire que les hauts fourneaux de la Lorraine ont été fermés aujourd'hui à 10h45. Voilà, c'est officiel. Il a dit, M. Orsoni, représentant de la direction générale, que notre site, quand on travaille à fond, on fait du bénéfice. On nous a pris notre boulot, on l'a mis ailleurs. Après, on nous a dit, on ferme la boutique, allez, cassez-vous, on vous a assez vu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Lâcher, c'est pas le bon terme. Je pense qu'on a des gens aujourd'hui qui ont le pouvoir et qui n'ont pas le courage de l'assumer. Il faudrait que ces gens-là, ils réfléchissent un petit peu avant de dire, on ne peut pas nationaliser. Nous avons un gouvernement socialiste, un président socialiste, une majorité à l'Assemblée nationale socialiste. Que le gouvernement socialiste prenne ses responsabilités. On a changé de ministre du Travail. Aujourd'hui, on n'a rien qui change. Rien qui change. Moi, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle à Barroso, j'en appelle à l'Europe, j'en appelle à tout le monde. C'est pas possible de laisser comme ça un financier faire ce qu'il veut en Europe. C'est plus possible. Roger. Ils ont raison de dire que l'Europe a pas joué son rôle. On aurait dû beaucoup plus anticiper, notamment soutenir le projet Ulcos. Et on n'aurait pas dû non plus laisser Mittal rentrer au capital de manière aussi massive, en fait acheter l'entreprise, alors que nos amis allemands ont empêché de le faire, puisque Mittal a des parts en Allemagne, mais à que 30%. Donc évidemment, le choc est très rude, et c'est vrai que c'est pas très facile de réagir dans les conditions actuelles. Il y a 2 mois pour regarder si éventuellement un repreneur pourrait venir sur les hauts fourneaux. Ça paraît très très délicat. Voilà, sinon ça va être très difficile. Ce qui est surtout très énervant, et les syndicalistes le disent, c'est que c'était un site tout à fait rentable du point de vue de la performance industrielle. Je rappelle toujours que quand on roule dans une voiture en France, 70% des composants sont fabriqués en Lorraine. Donc il y avait du savoir-faire et de la recherche de la capacité, quoi. C'était pas une industrie exsangue. Et c'est ce qui rend le dossier si douloureux. Merci beaucoup Roger Kezel, président du Conseil économique et social et environnemental de Lorraine.
Je vais vous remercier tous les deux d'avoir participé à ce Bienvenue chez vous. Merci Jean-Marie Pelt. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci Roger, à la semaine prochaine. Et Virginie va nous emmener une fois de plus dans les différentes petites ruelles de cette foire. On va parler canadien. Québécois. Ah, carrément. Ils sont remontés. Hein. Mais ils ont plein de produits à nous proposer, à nous montrer, à nous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, les produits à base d'érable. Jean-Luc, je me balade toujours dans les stands de la Foire internationale de Metz. Il y a même des Québécois. Ici, on vient de loin. Bonjour Marco. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes comme produit? Bien, on a les produits. Nous, on est producteurs de l'érable. On vend les produits de l'érable. L'érable, c'est en fait la sève qui coule de l'érable, hein? Puis qu'on recueille. Ça prend 40 litres d'eau pour faire 1 litre de sirop. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est un sucre qui est naturel avec ce sucre-là. Les Québécois sont patients. Patients? 40 oui. litres pour... Ben oui, mais on fait beaucoup avec ça. Ça fait que c'est un produit qui est excellent, comme les Québécois. On verse la neige, sur la neige, on verse le sirop d'érable qu'on va ensuite rouler. Faut attendre qu'il refroidisse un peu. Présentement, il est trop chaud. Faut attendre qu'il refroidisse pour en faire une sucette. Pour les besoins de la cause, nous, on fait des petites pour les dégustations. D'accord, des petites sucettes de sirop d'érable. Effectivement. Ensuite, on a le beurre d'érable. Le beurre d'érable, ben, c'est un sirop, un beurre qui est fait avec le sirop. Du beurre d'érable? C'est excellent. C'est pour tartiner. On peut mettre ça sur un pain grillé, les croissants. En fait, comme vous voulez. Puis, pour tartiner, c'est un sucre qui est naturel. Donc, le système le reconnaît rapidement. Il le stocke pas, il le change en énergie. Ça fait pas grossir? Ben, c'est un sucre. C'est le meilleur sucre au monde, mademoiselle. Il y a des femmes qui font des régimes au Québec. Sans blague. J'ai entendu, même ici en France, il y a des femmes, j'ai entendu, qui font des régimes au sirop d'érable. Tu me crois pas? Non. Ben, je te jure. On passe à maintenant, tu as des boissons. Oui, la canneberge. La canneberge, c'est excellent pour la santé. Je sais pas si vous connaissez les effets, les propriétés. C'est bien pour les infections urinaires, je crois. Effectivement, c'est très bon contre les cystites. C'est très bon pour la prostate de monsieur aussi. Ah, faut prévenir. Il ne faut pas guérir. Et de l'alcool, pour terminer, à consommer toujours avec modération, bien sûr. Oui. Nous avons ici un cidre de glace. C'est un produit québécois. C'est pas nous qui le produisons, c'est un producteur québécois. On l'a importé. C'est fait à partir de pommes qui ont gelé dans l'arbre. Moins 30 degrés l'hiver, fait froid en tabarouette. Donc, les pommes se rétrécissent et se concentrent en sucre. Ça donne un excellent produit. On a le même principe ici, gelé des fruits. Mirabelle, cassis, canneberge. On connaît bien la Mirabelle en Lorraine. Nous avons découvert aussi. Avec la canneberge qui vient donner un autre goût. Et ça, nos petits bébés, évidemment. Nous sommes les producteurs de ces deux produits-là. C'est un cognac à l'érable et un whisky à l'érable. Une liqueur de whisky à l'érable. Très, très bon. Bon, on va vous laisser, puis nous, on va déguster. Ben merci. Je vous dis pas dans quel état on la retrouve tous les soirs, parce que à force de goûter comme ça, nous avons choisi maintenant, pour terminer ce rendez-vous de Bienvenue chez vous, de vous présenter encore 2 artisans, 2 personnalités qui exposent ici, qu'on retrouve sur la FIM. Et à côté de vous, Virginie Alain? Eh bien, on va se régaler pour tous ceux qui n'aiment pas manger des produits qui sont issus des animaux, c'est ça? Dans votre micro, monsieur. Tout d'abord, oui, des produits issus de la viande, des animaux. Mais les sous-produits animaux, on les évite et on les remplace par des produits d'origine végétale. Et c'est très bien pour ceux aussi qui sont allergiques. Vraiment à tout? Tout à fait. Vous avez des personnes qui sont de nos jours allergiques aux œufs, par exemple. Eh ben, on a une mayonnaise sans œufs, vous voyez? J'ai goûté, c'est très bon. Ah, il y a une mayonnaise sans œufs. Attendez, je vais vous montrer des images. Il y a un petit peu d'ail dedans, Ouais. pour relever un peu. C'est super pour ceux qui sont donc allergiques aux œufs. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ail des ours. L'ail des ours. Alors l'ail des ours, c'est très connu dans votre région, puisque vous en êtes abondamment pourvu, tout comme l'Alsace. Cette plante, nous la recueillons au mois de mars, un petit peu avant la floraison. Et nous en faisons un peu comme un pesto, mais au lieu de mettre du basilic dans de l'huile, on met cette feuille qui a un goût aillé, mais qui n'a pas l'inconvénient de l'ail. C'est-à-dire que vous la digérez très bien.
Et c'est mangé par les ours, c'est pour ça qu'on appelle Alors, ça tout à comme fait, ça. les ours, quand ils ont fini d'hiberner, ils ont perdu pas mal de kilos puisqu'ils n'ont rien mangé pendant 6 mois. Et ils vont consommer cette plante qui les détoxine et qui leur redonne de l'énergie. Ça, c'est quoi ce que vous avez devant vous, là? Ça, ce sont des chips de pommes. Des chips de pommes? Des chips de pommes. Des pommes séchées, comme êtes dans le gourmand, temps. Jean-Luc. Il n'y a pas de sucre, alors? Il n'y a pas de sucre et pas de graisse. Hein. Dans le temps, pour conserver les pommes en hiver, on les déshydratait. Et ben, c'est ce qu'on a repris. Hein. Cette méthode de fabrication a été reprise. Et ben, c'est une bonne alternative aux pommes que l'on fait venir de l'hémisphère sud. Hein. Pour ceux qui sont allergiques au gluten, on leur conseille quoi? Alors, tous nos produits sont sans gluten. La majorité de nos produits, sauf le pain, bien sûr. On a aussi un pain aux fruits. Alors, le gluten, en fait, c'est de la farine de petit épeautre. C'est faible en gluten. Hein. Mais la majorité de nos produits sont sans gluten, en particulier le sapori, qui est un produit, une alternative au sel. Ah oui, alors le sel, on peut consommer du sel sans trop saler. Alors le gros problème du sel, c'est le sodium, c'est le sel blanc. Hein. On consomme beaucoup d'un sel qui est raffiné maintenant et qui cause beaucoup de problèmes d'hypertension chez les jeunes en particulier, puisqu'il sale abondamment. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un sel qui a des millions d'années, qu'on trouve dans la terre, et on lui a rajouté en grande quantité 12 légumes différents. Seulement dans les 12 légumes, on en a choisi un, le céleri, qui donne l'impression de sel. Ce qui fait que quand vous le goûtez, ça fait très salé, alors que quand vous le mettez dans de l'eau chaude, ça fait un bouillon de légumes et il n'est pas salé. Il y a un livre de recettes, vraiment c'est super, ça donne vraiment envie. On peut vraiment cuisiner sans lait, sans beurre, sans œufs. Voilà, tout à fait. Ce sont là aussi sans crème. Disons des alternatives. C'est pour donner des idées, pour montrer qu'on peut cuisiner autrement. Hein, et quand on devient, disons, végétarien, on n'en est pas réduit aux haricots verts et aux pommes de terre. Merci à vous deux, parce qu'il faut que je donne la parole aussi à notre autre invité qui est venu nous rejoindre. Merci. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler savon. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi est-ce qu'on doit venir sur votre stand qui s'appelle La Savonnière du Moulin. Alors pourquoi tout ça? Racontez-moi. Alors ce sont des savons au lait d'ânesse, les ânesses meusiennes plus particulièrement. Comment, Virginie? Comme Cléopâtre. Tout à fait, comme Cléopâtre. Le lait d'ânesse, c'est un régénérant et un restructurant cellulaire, donc très bon pour tous les problèmes de peau et surtout, il retarde le vieillissement cutané. Ah, j'aurais dû en prendre dès le départ alors. On peut encore rattraper le coup. Vous croyez que je peux encore rattraper le coup? Ah, tout à fait. Bon, parfait. Tout à fait. Vous pouvez me passer quelques produits que je les montre à nos amis téléspectateurs? Ça, par exemple, c'est quoi? Alors, ici, nous avons Sublimanès. Attendez, je vous suis pas. Allez-y. Sublimanès, une crème pour le visage avec 50% de lait de mes ânesses, du miel de mes ruches et tout est bio. Je mets de l'huile d'argan, du thé vert qui sert de parfum et d'antioxydant. Mais l'ânesse ne produit pas beaucoup de litres de lait, c'est ça? On ne peut même pas parler en litres. Actuellement, je traite 3 ânesses et avec les 3 ânesses, j'ai mon litre. D'accord. Et il y en a une qui me donne que 250 ml par jour. Vous montrez encore des choses que je puisse voir? Le savon à raser pour messieurs. Ah, alors le savon à raser. Avec le blaireau. Avec le blaireau. 25% de lait d'ânesse. Jean-Luc me regardait pas comme ça. Je me suis demandé si c'était une attaque personnelle. Du tout. J'aurais pas osé. Il y a 25% de lait d'ânesse, de l'huile de pépin de raisin pour la glisse de la lame et de l'argile blanche pour tuer le feu du rasoir. Et messieurs, après, vous avez une peau de bébé. Ah, c'est ce qu'elles aiment normalement, hein? Il paraît. Normalement. Tout simplement, le savon du jardinier. Ah, le savon du jardinier. Il me reste combien de temps? Parce que comme je dois rendre à la seconde précise, 2 minutes. Alors allons-y. Le savon du jardinier, comme j'ai des abeilles, beaucoup de cire à l'intérieur, du miel, du lait d'ânesse naturellement. Et c'est un savon qui va durer des années au jardin. Il peut prendre la pluie, il ne fondra pas. Il y a du bambou en plus à l'intérieur. Ah bon? Ouais. Vous savez me prendre, vous, hein? Et là, c'est le savon pour mesdames. 40% de lait d'ânesse dans ce savon. Un spécial visage, une vraie caresse et on devient addict du savon. Et c'est une bonne addiction. Alors celui que j'ai là en gros plan, c'est ce dont vous venez de parler, voilà, 40% de lait d'ânesse, de l'argile blanche pour les peaux irritées, de l'argile jaune pour réoxygéner la peau, de l'huile d'argan. C'est vrai que ça soigne le psoriasis? Tout à fait. Et comme j'ai des ruches, je mets de la propolis pure carrément. Et la propolis, c'est un bactéricide fongicide naturel. Et en plus, chez moi, tout est bio. Les ânes sont bio, les abeilles sont bio, et même moi, je suis bio. Eh ben voilà, il fallait vous rencontrer tous les deux. Ah oui, hein. Complémentaire. Exactement. Merci à vous deux d'être venus vous êtes
déplacé pour venir nous présenter vos différents produits. Vous êtes à la FIM jusqu'au 8 octobre, bien sûr. Merci Virginie pour tout cela. On va remercier les équipes de R qui, tout au long de cette semaine, vous le savez, vous donnent rendez-vous pour ce bienvenue chez vous depuis la FIM. On sera là demain avec Jean-Michel Faretra, jeudi avec Marie-Paul Wolf, vendredi avec nos amis italiens. Bref, vous allez passer de bons moments sur R, forcément. Bye bye, merci, bonne journée, bonne soirée, salut. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.